Vous pensez savoir ce que vous demandez quand vous demandez « pourquoi ?» C'est une question naturelle. Nous sommes des animaux qui racontent des histoires. Depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois, nous avons cherché un récit, un fil conducteur qui donnerait un sens au chaos. Nous aimons les histoires soignées, les mystères emballés avec un joli ruban. Et pendant très longtemps, la réponse la plus simple à ce pourquoi a été Dieu. Pourquoi les planètes tournent-elles? Pourquoi le feu brûle-t-il? Pourquoi le temps ne coule-t-il que dans un sens? Pourquoi sommes-nous ici? Pendant des siècles, nous avons comblé les lacunes de notre connaissance avec le divin. Mais voici le problème que Richard Feynman a soulevé, non pas par méchanceté, mais par une honnêteté intellectuelle brutale. Le monde n'est pas obligé de se conformer à votre intuition. L'univers ne vous doit pas une explication qui vous mette à l'aise. Feynman ne détruit pas Dieu avec des insultes ou de la théologie. Il fait quelque chose de bien plus profond. Il montre que la réalité, quand on l'examine vraiment, est si magnifiquement autosuffisante, si étrangement mécanique et si incroyablement complexe par elle-même, que l'idée d'un concepteur devient non seulement superflue, mais presque réductrice. Il remplace le confort du mythe par la majesté de l'incertitude. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vision du monde. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu le rideau se lever, vous réaliserez que nous manipulons quelque chose d'absolument extraordinaire. Commençons par quelque chose de simple, quelque chose que vous faites tous les jours sans y penser. Asseyez-vous, posez votre main sur votre bureau, poussez fort. Pourquoi votre main ne passe-t-elle pas à travers le bois? Vous répondrez probablement parce que le bureau est solide. Faux. Enfin, pas faux parce que le bureau est mou, mais parce que solide n'est qu'une étiquette pour ce que vous essayez de comprendre. Si vous zoomiez sur l'atome, vous verriez que le bureau est essentiellement composé de vide. Si l'atome était un stade de football, le noyau serait un petit poids au centre et les électrons des points minuscules dans les gradins. Tout le reste est vide. Alors pourquoi cette sensation de résistance? C'est la force électromagnétique. Les électrons de votre main repoussent les électrons du bureau avec une force que vous ne pouvez littéralement pas comprendre. Cette force est 10 à 42 fois plus forte que la gravité. Elle est si monstrueuse que si elle n'était pas parfaitement équilibrée par l'attraction entre protons et électrons, la matière se déchirerait instantanément. Voici la vérité inconfortable. Vous n'avez jamais rien touché de votre vie. Chaque fois que vous croyez toucher la peau d'un être cher ou la froideur d'une pierre, vous ressentez simplement des électrons qui en repoussent d'autres à travers le vide. Ce que nous appelons contact est une illusion macroscopique. La réalité fondamentale, ce sont des champs et des forces agissant à distance. Quand Feynman explique cela, il détruit l'idée d'un monde mécanique au sens humain du terme. Nous n'avons pas besoin d'une main invisible pour maintenir la solidité des choses. C'est une danse de répulsion et d'attraction si précise qu'elle crée l'apparence de la substance. La volonté de Dieu est remplacée par la brute réalité de l'électromagnétisme. On a souvent demandé à Feynman « Pourquoi deux aimants se repoussent-ils » Sa réponse a frustré beaucoup de gens. Il a refusé de donner une analogie familière comme « c'est comme des ressorts » ou « c'est comme des élastiques ». Pourquoi? Parce que l'électromagnétisme est fondamental. Il n'y a rien de plus simple en dessous pour l'expliquer. Demander pourquoi les charges se repoussent, c'est comme demander pourquoi un ploine fond deux. On arrive à ce que Feynman appelle le bedrock, le socle rocheux de la réalité. C'est ici que la pensée religieuse échoue souvent. Elle cherche une cause derrière la cause. Mais en physique, la chaîne du pourquoi doit s'arrêter quelque part. Comprendre, en physique, ne signifie pas une satisfaction philosophique ou une histoire qui correspond à votre intuition. Cela signifie le pouvoir prédictif. Cela signifie être capable de calculer, de prédire et de construire. Pour Feynman, l'univers n'est pas un mystère qu'on résout avec une histoire sur un créateur. C'est une structure mathématique. Une fois que vous acceptez que le monde est fait de champs qui imprègnent tout l'espace, les aimants ne sont plus mystérieux. Ils sont une conséquence inévitable des lois que nous avons mesurées avec une précision allant jusqu'à 11 décimales. Le Dieu des lacunes recule à chaque fois que nous touchons ce socle rocheux. Si vous ne pouvez pas expliquer la force fondamentale autrement que par elle-même, ajouter Dieu par-dessus n'ajoute aucune information, aucun pouvoir de prédiction. C'est juste un mot de plus pour dire « c'est comme ça ». Parlons de la gravité.
Newton pensait que c'était une force mystérieuse qui tirait les objets instantanément à travers le vide. Cela ressemblait presque à un acte divin, une influence invisible reliant les mondes. Mais Einstein et Feynman après lui nous ont montré que la gravité n'est pas du tout une force, c'est de la géométrie. Les objets massifs ne tirent pas sur les autres, ils déforment l'espace et le temps autour d'eux. La Terre ne tire pas sur la Lune suit simplement le chemin le plus droit possible dans un espace qui est courbé par la masse de la Terre. Quand vous montez sur une balance, vous ne mesurez pas une attraction vers le bas. Vous mesurez à quel point le sol doit pousser vers le haut pour vous empêcher de suivre votre trajectoire naturelle dans l'espace-temps courbé. Tomber est l'état naturel. Rester immobile demande une force. Cette vision change tout. L'ordre du système solaire, la ronde des planètes, la rondeur même de la Terre, tout cela n'est pas le résultat d'un grand architecte. C'est ce qui arrive quand la matière suit la géométrie. Le motif émerge naturellement de la structure du tissu de la réalité. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour pousser les planètes ou les maintenir sur leurs orbites. La courbure de l'espace fait tout le travail. C'est une élégance qui n'a pas besoin de supervision. Regardez un feu de camp. Pourquoi le bois brûle-t-il? La plupart des gens pensent que le feu est une substance, quelque chose de magique qui sort du bois. Feynman nous raconte une histoire bien plus belle. D'où vient la substance d'un arbre, pas de la terre? Si vous pesez la terre dans un pot, avant et après la croissance d'un arbre, son poids change à peine. La substance d'Oltree vient de l'air, c'est du dioxyde de carbone. L'arbre utilise la lumière du soleil pour séparer l'oxygène du carbone. Il recrache l'oxygène, qui est un déchet pour lui, et garde le carbone pour construire sa structure. Ce processus stocke l'énergie du soleil dans les liens chimiques de l'arbre. Quand vous allumez un feu, vous ne créez rien. Vous permettez simplement au carbone de l'arbre et à l'oxygène de l'air de s'emboîter à nouveau. La lumière et la chaleur que vous voyez et ressentez dans votre cheminée, c'est la lumière du soleil qui a brillé il y a des années. C'est du soleil stocké qui s'échappe. Chaque photon de la flamme est un photon recyclé du soleil. Et vous, vous êtes aussi un feu lent. Vous mangez des plantes qui ont stocké la lumière du soleil. Vous respirez l'oxygène que les plantes ont rejeté et vous libérez cette énergie pour bouger et penser. Vous êtes une partie de ce cycle, une boucle de rétroaction auto-entretenue. Cette explication détruit l'idée que la vie a besoin d'une force vitale mystérieuse ou d'une intervention divine pour fonctionner. C'est une question d'atomes qui s'emboîtent, de barrières énergétiques et de conservation de l'énergie. C'est un processus, pas une substance, et ce processus est entièrement dicté par les lois de la physique. Si vous ouvrez un atome, que trouvez-vous? Pas des petites billes, pas des mini-systèmes solaires, vous trouvez des champs. L'électron n'est pas quelque part avant que vous ne le mesuriez. Il est une fonction d'onde, un nuage de probabilité. Il est ici et là, simultanément. Il ne glisse pas d'une orbite à l'autre. Il saute instantanément, un saut quantique, sans passer par l'espace entre les deux. Au fond de la matière, il n'y a rien de solide. Il n'y a que des mathématiques, des symétries et des lois de conservation, des chiffres qui évoluent selon des équations différentielles. C'est peut-être l'aspect le plus dérangeant de la vision de Feynman. Nous voulons qu'il y ait quelque chose de réel, au fond, quelque chose que nous pouvons pointer du doigt. Mais il n'y a que des motifs dans des champs quantiques. Si Dieu est le créateur, alors il a créé un monde où la matière est une illusion et où seules les mathématiques sont réelles. Mais si les mathématiques suffisent à tout expliquer, de la solidité d'une chaise à la conscience humaine, pourquoi aurions-nous besoin d'ajouter une entité supplémentaire? Pour Feynman, l'univers est bien plus étrange que ce que nous aurions pu imaginer. Et c'est cette étrangeté même qui rend les explications religieuses si fades et si limitées. Pourquoi ne peut-on pas décasser un œuf? Pourquoi ne voit-on jamais les morceaux d'une tasse sauter du sol pour se réassembler dans notre main? Les lois de la physique s'en fichent. Si vous filmiez une planète orbitant autour d'une étoile et que vous passiez le film à l'envers, les équations de la gravité fonctionneraient parfaitement. La physique est irréversible. Alors pourquoi le temps ne l'est-il pas? La réponse n'est pas une loi magique. C'est de la statistique, c'est la probabilité. Il y a des millions de façons pour une tasse d'être brisée et seulement une seule façon pour elle d'être entière. Quand la tasse tombe, elle passe d'un état ordonné à l'un des millions d'états désordonnés. Ce n'est pas interdit par la physique,
qu'elles se réassemblent accidentellement par le simple gigotement des atomes. C'est juste tellement improbable que cela ne se produira jamais, pas même dans la durée de vie de l'univers. Nous appelons cela l'entropie. L'univers est comme un jeu de cartes parfaitement trié au début, et chaque seconde qui passe, la nature bat les cartes un peu plus. Votre sensation du passage du temps n'est rien d'autre que votre cerveau enregistrant l'augmentation du désordre dans l'univers. Vous êtes un détecteur de désordre. Cela signifie que l'univers a commencé dans un état incroyablement ordonné, une basse entropie. Nous ne savons pas pourquoi. Mais dire « Dieu l'a fait » n'explique pas le mécanisme. Cela clôt simplement la question. Feynman, lui, préfère laisser la question ouverte. Il préfère vivre avec l'incertitude plutôt qu'avec une réponse préemballée qui nous empêche de chercher. L'univers n'est pas toujours propre et ordonné. Prenez Vénus, elle tourne à l'envers. Elle tourne si lentement qu'une journée sur Vénus est plus longue que son année. Pourquoi? Est-ce une erreur de conception? Un accident? Pendant longtemps, on a soupçonné un impact géant. Mais il y a une autre explication, plus élégante. L'atmosphère de Vénus est si épaisse et si chaude que le Soleil crée des marées atmosphériques. C'est un bras de fer invisible entre la gravité et la chaleur. Vénus a trouvé un point d'équilibre, une vallée de stabilité qui se trouve être une rotation lente et inversée. Ce n'est pas un accident, c'est une destination. La physique ne fait pas d'erreur. Elle suit simplement les forces, même quand le résultat semble bizarre à nos yeux. Et regardez Mars, nous rêvons d'y vivre, mais Feynman nous avertit, c'est un piège. La poussière martienne détruit vos machines, la radiation déchire votre ADN plus vite que vos protéines ne peuvent le réparer. La faible gravité dissout vos os et rétrécit votre cœur, faisant de vous un alien incapable de jamais revenir sur Terre. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, nous sommes des extrusions de la Terre, parfaitement accordées à sa gravité et à son atmosphère. Nous ne sommes pas des logiciels qu'on peut patcher, nous sommes du matériel biologique qui a mis 4 milliards d'années à se développer pour un seul environnement. Cela détruit l'idée que l'univers a été créé pour nous. Nous ne sommes pas les spectateurs d'une création, nous sommes une partie du système.